Bonsoir, Mediapart Live continue et nous recevons donc, après avoir entendu des Gilets jaunes sur notre plateau, nous recevons Aurélien Delpirou. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur, et vous avez publié donc sur le site La Vie des idées, il y a quelques jours, un texte qui s'appelle La couleur des Gilets jaunes, où en quelque sorte vous revenez sur les explications maintenant devenues traditionnelles, on va dire, du mouvement, qui verrait une forme de division entre deux France, une France qui va bien, qui serait incarnée par les centres-villes, Paris, les bobos ou d'autres éléments, et puis une France qui n'irait pas bien, la France périphérique, rurale, etc. Et vous dites cette division en deux de la France pour expliquer ce mouvement actuel, elle n'est absolument pas pertinente. Non, elle n'est pas pertinente pour plusieurs raisons. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier Mediapart de laisser un temps de parole aux enseignants-chercheurs qui, en ces temps d'anti-intellectualisme et de primat accordé à l'expérience plutôt qu'à l'expertise, sont assez discrets dans le débat public et on peut le regretter. Parce qu'un enseignant-chercheur, ce n'est pas forcément un professeur poussiéreux qui est caché à l'abri de son amphithéâtre. C'est aussi un chercheur qui enquête sur le terrain, au contact des habitants, des élus, qui produit des données, des cartes, des questionnaires, des entretiens. Et donc, qui n'est pas dépositaire, bien sûr, de la seule légitimité pour s'exprimer sur ces questions-là, mais qui a sans doute des choses à dire. Donc, ça m'amène à un deuxième préalable rapide, c'est qu'en l'état, on a peu de sources. On a peu de sources pour qualifier ce mouvement et identifier ses participants. Donc on s'est, de fait, rapidement dirigé vers des interprétations assez classiques qui existaient, qui sont présentes dans le champ médiatique et politique depuis 5-6 ans, et qui sont assez simples, pour ne pas dire simplistes, et caricaturales. Donc d'une France coupée en deux entre des territoires intégrés à la mondialisation, qui accueillerait préférentiellement, on va dire, les classes sociales favorisées, et une France oubliée des espaces périurbains, des franges rurales, qui accueillerait bien plutôt les nouvelles formes de précarisation sociale de la classe moyenne et des classes populaires. Et c'est une interprétation, juste avant de vous laisser continuer, c'est une interprétation notamment qui a été reprise cet après-midi par Édouard Philippe à la tribune de l'Assemblée nationale, qui a évoqué évidemment cette France invisible qui surgirait et qui demanderait justement à devenir visible et à être intégrée à son tour dans la mondialisation. Alors tout à fait, elle irrigue très fortement le champ médiatique, déjà, et le champ politique. Et elle est devenue une forme de prêt-à-penser, donc qu'on a mobilisé pour analyser ce mouvement. Or, de manière paradoxale, mais ce que dit ce mouvement, à partir encore une fois des premières données qu'on a, notes des renseignements, enquêtes de terrain, retour de la presse, observations, moi-même j'ai participé à trois rassemblements à Paris, à Bourges, à Limoges, eh bien l'image qui ressort, c'est l'image au contraire d'une mosaïque. Alors une mosaïque de revendications, on y reviendra, mais une mosaïque en termes spatial et en termes social. Alors si on prend les classes sociales qui participent à ce mouvement, il y a bien sûr un noyau dur qui correspond à ce que l'INSEE appelle les professions intermédiaires, donc employés, ouvriers qualifiés, commerçants, artisans, catégories de la fonction publique de catégorie B. Mais le mouvement est loin d'être réductible à ce qu'on pourrait appeler la classe moyenne. Il correspond plutôt aux fractions consolidées de la classe moyenne, mais on a aussi une partie de classe supérieure qui y participe, des chefs d'entreprise, et une partie des fractions les plus précaires. Donc en réalité, on a une véritable mosaïque sociale qui se traduit bien d'ailleurs dans le profil des représentants des Gilets jaunes qui s'expriment, et des personnes un peu charismatiques qui animent ce mouvement depuis son lancement. Et au plan spatial, j'allais dire, c'est de la même façon, on a voulu opposer ville et campagne. Alors quand on regarde l'historique de la mobilisation et son déploiement, d'abord le mouvement est né en Île-de-France, donc au cœur de la capitale, Osny, cette grande métropole mondialisée. Pourquoi ? Parce que les Franciliens sont
autant, sinon plus directement touchés par les dépenses liées à l'automobile, par exemple, que les habitants de l'espace rural, en raison de la congestion et du temps qu'ils passent dans leur voiture. Ensuite, il s'est déployé dans les grandes aires urbaines. Il y a eu une cartographie très précise qui a été réalisée par des collègues géographes. Et quand on voit les lieux de contestation, certes, il s'agit de communes, on va dire, de taille intermédiaire, 2000, 5000, 10 000 habitants, mais qui sont fonctionnellement intégrés à des aires urbaines. Et donc, qui ne seraient pas, par exemple, les campagnes telles qu'on peut encore les imaginer de manière idéalisée du 19e siècle. On est Parce plutôt... qu'on appelait le désert français, fut un temps... Tout à fait. Alors, on a d'ailleurs, vous voyez, il y a une longue histoire de la France coupée en deux. Paris et le désert français. La France urbaine et industrielle de l'Est contre la France paysanne et agricole de l'Ouest. La diagonale du vide, concept qui a été... j'allais dire, presque obsolète, à peine avait-il été créé, et qui a été repris par le démographe Hervé Lebras de manière très artificielle cette semaine. En réalité, la mobilisation, elle s'enracine dans des territoires où il y a des interdépendances fonctionnelles entre ville-centre, banlieue, périphérie, frange urbaine, et précisément, parmi ces gilets jaunes, le cœur du mouvement, enfin l'étincelle du mouvement a été l'automobile, précisément parce que la voiture permet à ses habitants d'être à la fois urbains, périurbains, d'aller au centre commercial, à l'hôpital, de bénéficier des services publics. Et tout cela, bien sûr, a un coût. Ça consomme du temps, de l'énergie, etc. Qui a été le déclencheur de la mobilisation, l'objet qui permet justement de ne pas être dans une coupure entre les deux France. Ouais. Exactement. L'automobile aujourd'hui, et qu'on le veuille ou non, le mode principal de déplacement des Français, mais c'est vrai également dans les grandes villes. Il n'y a guère qu'à Paris intramuros, où les déplacements se font majoritairement en transport en commun. L'automobile est majoritaire à peu près partout en France, et c'est vrai qu'elle est particulièrement utile, ou on va dire plutôt, on inversera le propos, les habitants sont particulièrement dépendants quand ils vivent au sein de ces vastes aires urbaines où, suite à 30 ans de dispersion, de périurbanisation, d'éclatement fonctionnel, pour profiter à minima, tirer parti, encore une fois, des ressources, des services qui sont offerts par ces grandes aires métropolisées, on doit se déplacer souvent, beaucoup, longtemps, et ça a un coût. Et donc, si cette révolte des Gilets jaunes n'est pas le fruit de cette division entre une France périphérique et une France des centres, est-ce que c'est justement la révolte, d'une certaine façon, des gens qui sont interdépendants entre les différents centres et qui donc, justement, font le lien entre ces centres et ces périphéries? Alors, ce qui est clair, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui des coûts individuels et collectifs de 30 ans de politique urbaine, de non-politique urbaine, qui ont conduit à une dérégulation de l'urbanisme et de l'aménagement. Et de ce point de vue-là, il est important aussi que les élus locaux, qui relaient fortement la protestation, à juste titre, c'est un métier difficile, élu local, précisément parce que dans une société mobile et complexe, les périmètres ont de moins en moins de sens, mais les élus locaux ont favorisé, sinon encouragé, pendant 30 ans, le développement périurbain. Qui pour avoir son centre commercial, qui pour déplacer, délocaliser l'équipement public, l'hôpital, le centre de soins et de santé. Et on a aujourd'hui un niveau de dispersion urbaine qui est sans équivalent en Europe. Or, pour un certain nombre des habitants qui vivent dans ces aires urbaines, c'est parfois un choix de s'éloigner du centre. Donc, ce n'est pas toujours, comme on le lit si souvent, subi ou une relégation, voire, terme vraiment extrêmement connoté, une sédentarisation. Non, parce qu'évidemment, ces habitants sont fluides. Ils peuvent passer de la ville-centre aux banlieues, au périurbain, puis revenir à la ville-centre en fonction de leur trajectoire résidentielle, de leur âge, de leur projet familial. Donc ça aussi, ce sont des visions très statiques. Mais ce qui est clair, c'est que quand on vit dans une aire urbaine hors du cœur des espaces urbanisés, c'est un mode de vie qui est coûteux en ressources, en environnement, en énergie et qui est coûteux financièrement. Et donc ça expliquerait aussi que le mouvement progressivement
mettent l'accent sur les questions de justice sociale, de redistribution, beaucoup plus que ce qui était le point de départ, on va dire, du mouvement, qui était le rejet des taxes sur le carburant. Et on l'a vu, puisque les taxes sur le carburant ont été suspendues pour 6 mois, et finalement, le mouvement ne cesse pas. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit pour le moment. Tout à fait. Alors moi, je distingue 3 étapes, et encore une fois, avec une certaine humilité, c'est une interprétation possible, et faire une prospective de ce que deviendra ce mouvement, ça me paraît très hasardeux, mais l'étincelle, c'est les taxes sur le carburant. Mais les Français ne sont pas fous. Ils savent bien qu'à l'échelle d'un budget, le carburant, c'est 3%. Alors, ils n'ont pas forcément ce chiffre en tête, mais la moyenne pour un budget ménage, c'est 3% le carburant, et c'est stable depuis 30 ans avec quelques cycles. Bon, donc très vite, le mouvement a basculé vers des revendications beaucoup plus fortes sur la justice fiscale. Et on l'a entendu d'ailleurs chez les Gilets jaunes qui sont intervenus auparavant sur votre chaîne. Justice fiscale, c'est-à-dire sans forcément remettre en cause les mécanismes de redistribution qui fondent le modèle social français, mais en s'interrogeant frontalement sur qui porte l'effort fiscal et comment il est redistribué. Encore une fois, l'amont et l'aval, finalement, de la fiscalité. Et je crois que c'est aujourd'hui au cœur des revendications. Et enfin, 3e étape, c'est celle à laquelle on a assisté depuis 3-4 jours, eh bien, ce sont des questions plus générales, mais qui convergent vers des revendications socio-économiques. Socio-économiques parce que ces modes de vie sont coûteux, les dépenses augmentent, or, un certain nombre de choix politiques qui ont été faits conduisent au fait que les pouvoirs d'achat, on va dire des fractions précaires des classes moyennes et des classes populaires sont en diminution constante. Donc, il y a le sentiment, je pense, chez beaucoup de Gilets jaunes, que les efforts qui sont demandés, et que le mode de vie auquel ils aspiraient et dont beaucoup, je veux dire, il y a eu beaucoup d'incitations aussi pour ce mode de vie, eh bien, étaient très coûteux et qu'aujourd'hui, finalement, ils en paient le prix. Il y a un élément important aussi des revendications, et on l'a entendu juste avant, c'est l'élément démocratique, la demande de démocratie, la demande finalement de démocratie qui est aussi une demande de reprise de contrôle un peu de la vie quotidienne, enfin de la vie autour de... voilà, cette impression que les élus ne sont plus en contact avec la vie quotidienne, avec leur vie quotidienne, qu'il y a un éloignement et qu'il y a une perte de contrôle finalement des citoyens sur la vie démocratique et la vie du pays. Comment vous l'expliquez ? Tout à fait. Je crois d'ailleurs que, vous voyez, on parle d'une mobilisation qui s'essouffle, d'effectifs qui sont un peu réduits. On a essayé de marginaliser, de réduire cette mobilisation à quelques violences. Mais en effet, je crois qu'au-delà de ces questions qui sont quand même en germe depuis quelques années, il y a véritablement une crise de l'exercice du pouvoir en France, une crise de la représentation démocratique qui s'exprime à travers les Gilets jaunes. Et d'ailleurs, en écho aux Gilets jaunes, je voudrais parler des maires dont les sondages montrent que 60 à 65% d'entre eux ne souhaitent plus assurer leurs tâches lors des prochains mandats. Pourquoi ? Parce que l'exercice du pouvoir en France, finalement, a atteint un certain nombre de limites, de plafonds de verre. C'est un exercice du pouvoir qui est extrêmement vertical, hiérarchique, centralisé, qui laisse très peu de place aux initiatives, et notamment aux initiatives par le bas. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si ce mouvement est un mouvement qui est né hors des syndicats, des associations, ce qu'on appelle bottom-up, vraiment né par le bas, comme en Allemagne, comme en Suisse. Et donc de ce point de vue-là, il dit bien qu'il y a une défiance généralisée aujourd'hui en France vis-à-vis des partis, des élus, des représentants et de ce qui est appelé de manière parfois un peu caricaturale, les élites, mais qui, force est de constater, aujourd'hui conservent encore l'essentiel du pouvoir décisionnaire dans notre pays. Et ces élites sont marquées par un fort entre-soi, elles sont issues des mêmes écoles, elles fréquentent les mêmes milieux, et grande singularité française, elles sont marquées par une porosité extrême entre élite politique, élite économique et élite médiatique. On a des tas d'exemples qui montrent le passage de l'un à l'autre. Et je crois qu'en fait, ce que les Français appellent le système, en effet, c'est cette forme de reproduction du pouvoir, de captation du pouvoir,
qui illustre alors à tort ou à raison, et peut-être à son corps défendant, le président de la République. Oui, et donc la vraie rupture entre le centre et la périphérie serait d'une certaine façon là, entre ce centre des élites et tout le reste finalement qui a l'impression d'être exclu de l'exercice du pouvoir. Oui, et c'est pour ça que vous voyez qu'on ne peut pas réduire cette crise à des géographismes ou à des sociologismes un peu simples. Parce que si on s'en tenait aux faits, eh bien, on se rendrait compte, par exemple, qu'il y a plus de médecins, de magistrats, d'enseignants par habitant dans le Cher qu'en Seine-Saint-Denis. Et pourtant, les habitants du Cher ou de l'Ariège ont bien l'impression d'une forme d'abandon par les politiques publiques, ont bien l'impression d'une forme de mépris par un certain nombre on va dire, d'élites dirigeantes. Donc, les mécanismes de redistribution continuent à fonctionner. Ils forment des filets de protection importants. Il faut le redire quand même. La France est le pays où, pendant la crise, les inégalités ont le moins progressé. Mais des efforts ont été demandés à certaines populations, à certains territoires, même s'il ne faut pas confondre les deux. Aucun territoire existe en dehors de sa population. C'est pour ça aussi que ces notions de France du haut, France périphérique sont un peu creuses. En revanche, en regard, si vous voulez, de la façon dont le pouvoir est exercé, la façon dont l'administration, finalement, la prise de décision est organisée en France, là, je crois qu'on est arrivé à un point de saturation majeur. Très bien, Aurélien Delpirou, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour avoir répondu à nos questions, et à très bientôt. Et je repasse la parole au plateau pour l'interview de Fabien Roussel.